Merci à tous d'être présents. Vous n'entendez rien, donc je vais me rapprocher du micro, c'est mieux? Alors je vais reprendre un petit peu les premiers mots que vous avez trouvés dans le résumé concernant un petit préambule. Donc vous savez tous qu'il y a un nombre croissant dans nos sociétés modernes de nombre de cancers, de maladies cardiovasculaires et métaboliques. Et puis bien évidemment, on fait face aussi à un vieillissement de la population. Donc tout ceci entraîne des coûts énormes qui ne font qu'augmenter. Et pourtant, donc, il existe un médicament qui pour l'instant n'a pas été vraiment utilisé, mais ça progresse. Et pourtant, il a des effets positifs sur un certain nombre de symptômes, touchant un certain nombre de maladies. Surtout, il augmente la qualité de vie. Et comme je viens de le dire, pour un coût très modique, il s'agit de l'exercice physique. Alors bien évidemment, un certain nombre d'études, il y en a tous les jours qui apparaissent, qui montrent l'intérêt de l'exercice pour prévenir ou pour le traitement du cancer, de maladies cardiovasculaires, notamment et métaboliques, et même pour des maladies qui sont d'origine génétique. Donc a priori, on ne voit pas bien comment l'exercice peut jouer sur la génétique, mais on aura un petit peu des pistes. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'en médecine, en règle générale, on prescrit un médicament avec deux choses. L'objectif, c'est qu'il soit le plus efficace possible, et surtout avec le moins d'effets secondaires possible. Et bien, l'exercice physique répond à cette double exigence. Donc il s'avère vraiment très intéressant. Alors, il peut être plus efficace que certains médicaments, mais il agit aussi en synergie avec certains médicaments. Donc ça apparaît comme une voie thérapeutique d'avenir. Et si vous regardez, enfin il y a des moteurs de recherche un petit peu spécialisés, si vous regardez sur ces moteurs de recherche le nombre d'articles scientifiques qui traitent de l'exercice en vue de thérapie, le nombre explose chaque année. Alors l'exercice physique, en réalité, on va l'utiliser selon deux modes. Soit en termes de prophylaxie, donc c'est pour prévenir l'apparition ou l'aggravation d'une maladie, surtout l'apparition, ou en termes de thérapie, c'est-à-dire on va aider à guérir ou au moins à soulager les symptômes. Alors la thérapie par l'exercice, c'est surtout ce qui va nous intéresser. C'est essentiellement la thérapie dont je vais vous parler. On verra un petit peu parfois un petit peu de prophylaxie, mais c'est essentiellement de la thérapie dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors l'idée, c'est qu'avec cette thérapie par l'exercice, on va chercher à affecter directement la pathogénèse, c'est-à-dire les processus qui déclenchent la maladie. On va également chercher à améliorer les symptômes de la maladie. Et bien sûr, on va chercher à améliorer l'aptitude physique. Et en améliorant l'aptitude physique, on va améliorer la qualité de vie. Du coup, on va pouvoir, pour chaque pathologie, avoir un tableau à double entrée avec la pathogénèse, les symptômes, l'aptitude physique, la qualité de vie. Et on va avoir une modalité concernant les effets de l'activité physique, selon la littérature, soit non avérés, limités, des effets modérés ou des effets très forts. Donc c'est la littérature scientifique, avec les études, qui vont nous donner des éléments de réponse. Alors malgré tout, pour commencer, je vais vous parler un peu de l'entraînement physique. Pourquoi? Parce que il va se décliner dans les pathologies, mais l'entraînement physique reste un petit peu central dans tout ça. Alors du coup, on va chercher à comprendre le fonctionnement de l'organisme. Et on va le prendre selon différents niveaux. Le premier niveau qui va nous intéresser, ça va être le niveau pulmonaire. Le deuxième niveau circulatoire. On va regarder au niveau de l'approvisionnement au niveau des tissus. Et on va regarder le tissu lui-même. Puis finalement, dans un dernier temps, on reviendra sur des paramètres intégratifs sur le corps entier. Alors sur ces effets de l'entraînement, on va commencer par la fonction ventilatoire. Alors si je regarde au repos, avec l'entraînement, l'activité physique, l'entraînement, il faut le prendre au sens large. L'activité physique est une forme d'entraînement, ou l'entraînement est une forme d'activité physique. C'est qu'une question de degré. Donc au repos, déjà, avec l'entraînement, avec l'activité physique, vous avez une amélioration de votre débit ventilatoire instantané. Si je vous demande de souffler dans un système spirométrique, vous verrez que même au repos, on est capable de déterminer une adaptation avec l'entraînement. À l'exercice physique, qu'est-ce qui se passe? Voilà la ventilation en fonction de l'intensité de l'exercice. Là, vous augmentez l'intensité de l'exercice. Voilà comment votre organisme répond quand vous n'êtes pas entraîné. Et voilà comment il répond quand vous êtes entraîné. Qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que pour une intensité donnée, sous maximale, mon débit ventilatoire, il est moindre pour une intensité donnée. Ça veut dire que j'ai une meilleure efficacité de ma ventilation. Mais surtout, à l'exercice maximal, voilà où je m'arrête quand je suis non entraîné, voilà où je m'arrête après entraînement. Vous voyez très bien qu'il y a une augmentation de votre ventilation maximale.
Donc votre capacité pulmonaire est très nettement augmentée. Qu'en est-il des aspects cardiovasculaires? Alors les aspects cardiovasculaires, pour l'instant, je vais me focaliser sur le débit cardiaque. Alors votre débit cardiaque, c'est quoi? C'est votre volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Alors le volume d'éjection systolique, c'est qu'est-ce que j'expulse du cœur à chaque battement. Et je le multiplie par la fréquence cardiaque, ça me donne le débit cardiaque en litres par minute. Combien j'ai envoyé de sang en litres par minute dans la circulation. Et bien, qu'est-ce que je remarque? C'est qu'après entraînement, au repos comme à l'exercice sous-maximal, ben finalement, je ne vois pas d'adaptation de mon débit cardiaque. Il ne change pas. Sauf que les modalités de ce débit cardiaque sont modifiées et dans le sens inverse. Ma fréquence cardiaque, elle est abaissée. Et pourquoi elle est abaissée? Parce que j'ai un volume d'éjection systolique qui est augmenté. Ce qui me permet de maintenir mon débit cardiaque. Alors pourquoi mon volume d'éjection systolique est augmenté? Eh bien simplement, c'est parce que mon cœur, il grossit. Mon cœur devient plus gros. Avec un simple battement, je vais pouvoir éjecter plus de sang dans l'organisme qu'avec un plus petit cœur. Alors là où c'est intéressant, c'est ce que montre le schéma. C'est une modélisation qui vous montre le niveau de contraction que doit avoir un gros cœur ou un petit cœur pour éjecter le même volume de sang. Et bien on s'aperçoit que le gros cœur, il va se contracter beaucoup moins pour éjecter un même volume de sang. Il va se fatiguer beaucoup moins vite, il a moins besoin de forcer pour éjecter un même volume de sang. Alors à l'exercice maximal, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, votre débit cardiaque maximal va augmenter. Pourquoi? Eh bien, parce que votre volume d'éjection systolique maximal va être plus important, puisque votre cœur est plus gros, et votre fréquence cardiaque maximale, elle ne change pas. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'approvisionnement au niveau des tissus? Alors, l'oxygène, mais ça peut être autre chose. On va parler du glucose, des lipides. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que votre muscle, il n'est pas complètement déconnecté. Hein. Votre muscle est interpénétré par la circulation. Donc, la circulation rentre dans le muscle. Et si je coupe mon muscle, je vais voir des faisceaux musculaires et puis des fibres musculaires. Alors, si je le regarde au microscope, là, vous avez vos fibres musculaires. Si je prends et je grossis un petit peu, voilà une fibre musculaire. Vous avez une artériole, une vénule, et tous les petits points blancs qu'on voit ici, ce sont les capillaires. C'est là que se font les échanges entre le tissu et le muscle. Alors, quand on regarde le schéma comme ça, on a l'impression que les fibres musculaires courent d'en haut jusqu'en bas et que les capillaires suivent les fibres musculaires en parallèle. En réalité, ce n'est pas tout à fait le cas. Vous voyez en fait que vos capillaires, votre capillarisation comme votre, on va dire, vos micro-vaisseaux, sont sinueux, ils tournent autour des fibres musculaires. On appelle ça la tortuosité capillaire. Alors ça a son importance, on va le voir. Alors là, je regarde les effets de l'entraînement. C'est deux coupes de muscles chez un sujet avant entraînement et chez un sujet après entraînement. Qu'est-ce que j'observe? J'observe qu'il y a, ici ce sont les micro-vaisseaux, et on voit qu'il y a plus de micro-vaisseaux qui traversent le muscle. Mon muscle est mieux irrigué. Alors là, je le regarde en 3 dimensions. Et ça, ce sont uniquement les micro-vaisseaux. On a fait digérer le muscle, reste que les micro-vaisseaux. Et vous voyez, avant entraînement et après entraînement, le réseau est beaucoup plus dense et surtout, il est beaucoup plus tortueux. Alors ça sert à quoi? Ça augmente la surface d'échange entre le tissu et le muscle, ça diminue la distance de diffusion entre le vaisseau et l'intérieur de l'organe, et du coup, j'améliore mon approvisionnement en oxygène, en glucose, en lipides, et en autre chose, et j'améliore l'évacuation du CO2, du lactate et de la chaleur, ce sont les produits de la contraction. Alors maintenant, si je regarde un petit peu le muscle en tant que tel. Alors là, c'est simplement pour vous montrer que les fibres musculaires, par un logiciel, on peut quantifier leur surface. Là, vous avez une coupe sur un muscle d'un sujet non entraîné, et vous avez ici la coupe d'un marathonien. Alors quand on regarde, on voit tout de suite la différence. D'abord, vous remarquez le nombre de micro-vaisseaux bien plus nombreux autour de ce muscle, cette fibre-là que cette fibre-là, mais surtout, vous voyez qu'il y a une augmentation de la surface du muscle. Même l'entraînement en endurance suffit à augmenter la surface de section du muscle à partir du moment où la fibre, elle est sollicitée. Donc vous avez une petite hypertrophie, elle n'est pas énorme, hein, ce n'est pas en faisant de l'entraînement d'endurance que vous allez avoir des muscles de culturiste, mais néanmoins, vous avez une hypertrophie. Et cette hypertrophie-là entraîne une augmentation de la force. Donc attention, même avec l'entraînement d'endurance, on peut augmenter les niveaux de force.
Là, on va rentrer dans quelque chose d'un petit peu plus ardu, c'est le métabolisme énergétique. Alors, votre muscle, pour fonctionner, eh ben, il a besoin d'énergie, et l'énergie, il va le trouver à deux endroits. Tout d'abord, la circulation va lui apporter des glucides et des lipides, et puis en même temps, en interne, il va avoir des réserves en lipides et en glucides. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Alors, je vais vous montrer un schéma un peu complexe, mais je vais le décortiquer assez rapidement, et vous verrez que c'est assez simple. La contraction musculaire, elle se passe ici. Donc c'est ni plus ni moins qu'un moteur, la contraction musculaire. Il faut faire tourner des pistons, et comme votre moteur de voiture, pour faire tourner les pistons, ben, il vous faut de l'essence. Alors il se trouve que notre organisme dispose de deux types de carburants, les lipides et les glucides, et on va les trouver au niveau du sang. Donc le glucose et les lipides vont rentrer du sang dans la cellule musculaire. Là, ils vont subir des chaînes de transformation, ici pour les lipides, ici pour les glucides. Cette chaîne de transformation, elle est faite par des enzymes. C'est simplement les maillons de la chaîne qui font travailler le système. Puis au bout du compte, ils vont se retrouver et ils vont alimenter la contraction en énergie. Alors là où c'est important, c'est que l'entraînement en endurance va jouer, ou l'activité physique va jouer sur tous les niveaux du système. C'est-à-dire que pour pouvoir alimenter la contraction, eh ben, je vais augmenter le nombre de transporteurs qui vont me faire permettre de faire rentrer le glucose dans la cellule musculaire pour être utilisé. C'est la même chose. L'entraînement d'endurance va augmenter les transporteurs qui vont me faire rentrer les lipides à l'intérieur du muscle. Les enzymes vont augmenter, je vais avoir plus d'enzymes, ils vont avoir une activité plus efficace, je vais pouvoir mieux alimenter le système pour faire de la contraction musculaire. Alors, je fais juste un petit parallèle. Un des effets de l'entraînement d'endurance, c'est au niveau du cholestérol. Alors le cholestérol, il y a le bon cholestérol et le mauvais cholestérol. Le mauvais cholestérol, c'est le LDL et le bon cholestérol, c'est le HDL. Et bien, il se trouve que l'entraînement d'endurance va diminuer le mauvais cholestérol et augmenter le bon cholestérol. Alors je vous parle ici aussi de l'insuline, rapidement, parce qu'on y reviendra tout à l'heure sur une pathologie. L'insuline, elle a pour rôle, elle est hypoglycémiante, c'est une hormone hypoglycémiante, elle a pour rôle de faire rentrer le glucose à l'intérieur des cellules et elle va jouer sur l'activité des transporteurs pour faire rentrer le glucose à l'intérieur des cellules. Vous verrez tout à l'heure que ça a un impact direct sur une pathologie. Donc voilà tous les niveaux où joue le muscle, l'entraînement sur le muscle. Alors simplement ici, qu'est-ce que ça vous montre? Ce schéma vous montre l'utilisation des substrats énergétiques pendant l'exercice. Là, c'est l'intensité de l'exercice. Plus j'augmente l'intensité de l'exercice, plus je vais augmenter les glucides. Et plus j'augmente l'intensité de l'exercice, plus je vais diminuer l'utilisation des lipides. Et bien, l'entraînement en endurance, on le voit ici parce qu'on a comparé des sujets non entraînés à des sujets entraînés. Et bien, vous voyez que ce paramètre-là, ce qu'on appelle le quotient respiratoire, est plus bas chez les sujets entraînés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que avec l'entraînement d'endurance, je vais utiliser plus les graisses. Vous vous rappelez tout à l'heure, j'ai droit à deux substrats, j'ai droit à deux carburants différents, les glucides et les lipides, j'ai le choix. Et bien mon organisme va préférentiellement utiliser les lipides après entraînement qu'avant entraînement. Alors, je vais me focaliser aussi sur des paramètres un petit peu intégratifs pour regarder la fonction musculaire. Donc on va faire des épreuves d'effort. Et dans ces épreuves d'effort, vous avez ici un sujet non entraîné et ici un sujet entraîné. Donc voilà l'évolution. Au plus vous augmentez l'intensité de l'exercice, plus la consommation d'oxygène augmente jusqu'à un maximum. Donc la consommation d'oxygène, c'est l'intégration de tout ce que l'on avait vu avant. Et quand vous êtes entraîné, vous faites la même chose, sauf que vous êtes capable d'aller plus loin en intensité et en consommation d'oxygène. Vous voyez qu'il y a une grosse différence entre un sujet entraîné et non entraîné. Alors, quand on travaille avec des sujets pathologiques, on n'est pas tout le temps en possibilité d'amener les sujets à leur maximum. Pourquoi? Parce qu'il y a un risque. Vous prenez un insuffisant cardiaque ou vous prenez même un sujet drépanocytaire. L'exercice intense peut être fatal pour lui. Donc, vous allez faire de l'exercice chez ces gens, mais d'un exercice très contrôlé. Donc, pour ça, on va prendre comme témoin des choses en sous-maximales, c'est-à-dire sur des exercices faibles. Alors, un des témoins, c'est le lactate, c'est un élément qui est un produit de la contraction musculaire. Alors qu'est-ce que j'observe? Eh bien, j'observe que pour une intensité donnée, ici vous avez les sujets non entraînés, là après entraînement, et ici c'est un sujet très entraîné. Eh bien, je m'aperçois que plus je suis entraîné,
plus pour une intensité donnée se produit de la contraction et en moins grande quantité dans l'organisme. Je peux le dire autrement, pour une concentration donnée, pour la présence de ce composé-là, je m'aperçois que le sujet entraîné travaille à des puissances nettement supérieures au sujet non entraîné. Alors, je vais vous parler du syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, c'est une des pathologies que l'on retrouve le plus présente actuellement. Alors, le syndrome métabolique, c'est un peu un barbarisme parce qu'en fait, c'est un regroupe un certain nombre de facteurs de risque cardiovasculaires. Donc, on retrouve l'anomalie de la régulation de la glycémie. Alors, je vais vous l'expliquer avec le schéma de tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sédentaire, que vous travaillez peu et que vous mangez beaucoup de sucre, qu'est-ce qui se passe? Votre contraction musculaire n'a pas besoin de sucre. D'accord? Donc le sucre, vous ne l'utilisez pas. Lorsque vous mangez du sucre, vous en avez beaucoup dans le sang. Sauf que vous auriez tendance à vouloir réguler. Vous savez, la glycémie, elle est régulée. Elle doit rester stable. Donc une façon de réguler la glycémie, c'est de faire rentrer le glucose dans les tissus. Voilà. Pour qu'il soit utilisé. Le seul problème, c'est qu'il faut l'utiliser. Or, si vous êtes inactif, votre glucose qui est présent ici en trop grande quantité, vous voudriez le faire rentrer. Sauf que le muscle, il n'en a pas besoin. Et les tissus n'en ont pas besoin. Même pire, c'est que si vous le faites rentrer, vous pouvez brûler le tissu. Donc, trop de glucose, c'est néfaste pour le tissu. Donc, vous avez une hyperglycémie et l'organisme a un mécanisme de défense pour que le glucose ne rentre pas dans les tissus, c'est qu'il va développer de l'insulinorésistance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'insuline qui est produite pour faire rentrer le glucose n'a plus d'effet sur les transporteurs. Et le glucose ne rentre plus. Donc vous avez une hyperglycémie et vous avez développé une insulinorésistance. Du coup, le glucose ne rentre pas et vous avez une intolérance au glucose. Alors le problème, c'est que dans ce cas-là, vous allez continuer à produire beaucoup d'insuline, vous allez avoir une hyperinsulinémie, sans pour autant que le glucose va descendre. Le glucose va rester élevé. Et là, au bout d'un moment, vous allez fatiguer vos surrénales qui produisent l'insuline et vous allez tomber dans le diabète de type 2. Donc vous voyez, c'est une cascade qui est de plus en plus néfaste et si vous continuez, vous devez entrer dans un système hyperpathologique. Alors, en quoi l'entraînement d'endurance va jouer? C'est que si vous augmentez la contraction, vous avez un besoin d'énergie. Donc, vous allez utiliser le glucose qui va rentrer. Si le glucose qui est là, vous allez l'utiliser, le glucose qui est en surquantité ici va rentrer et vous n'allez pas développer d'insulinorésistance. Donc, vous allez utiliser le glucose, vous allez limiter l'hyperglycémie, vous allez ne pas développer l'insulinorésistance, vous n'allez pas développer d'intolérance au glucose et vous ne développerez pas de diabète type 2. Vous bloquez le cercle vicieux. Ensuite, vous avez une deuxième chose, c'est la dyslipidémie. Donc la dyslipidémie, c'est les triglycérides trop élevés, c'est les graisses, vous mangez trop gras, vous avez des graisses en trop grande quantité. Et là aussi, si vous avez de la contraction musculaire, vous avez besoin d'énergie, vous allez utiliser les lipides comme substrat énergétique et vous allez limiter le nombre de lipides dans l'organisme. Alors, rappelez-vous également qu'il y a, avec la dyslipidémie, le bon cholestérol qui devient bas et le mauvais cholestérol qui devient haut. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'entraînement d'endurance va faire réaugmenter le bon cholestérol et faire diminuer le mauvais cholestérol. En règle générale, vous avez également de l'hypertension artérielle. Alors l'hypertension, c'est dès 140-90 mm de mercure, donc 14,9. Quand vous êtes chez le médecin, il vous parle en 14,9. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez ici deux hormones. Donc là, c'est l'adrénaline et la noradrénaline. Ce sont deux hormones qui font partie du système sympathique, qui a un rôle dans la vasoconstriction de vos vaisseaux. Donc l'hypertension, c'est pourquoi? Parce que vos vaisseaux n'arrivent pas à se dilater. Ils restent un peu trop contractés. Et l'entraînement d'endurance va diminuer. Ici, vous êtes avant entraînement et ici, après 7 semaines d'entraînement d'endurance, l'entraînement d'endurance va diminuer la présence de ces hormones qui interviennent dans la vasoconstriction et donc qui ont tendance à être plutôt hypertensives. Et donc là, vous allez avoir une diminution de l'hypertension. Et bien évidemment, comme vous allez utiliser les lipides, vous allez avoir une diminution de l'obésité abdominale qui est un vrai syndrome, un vrai
un vrai paramètre du syndrome métabolique. Donc du coup, si je fais le bilan, je m'aperçois que l'entraînement d'endurance va éliminer tous les paramètres qui interviennent dans le syndrome métabolique. Donc si je reviens sur mon tableau de départ, je m'aperçois qu'au niveau de la pathogénèse, c'est-à-dire même la présence de la pathologie, je peux l'éliminer, les symptômes sont diminués, bien évidemment j'améliore mon aptitude physique, et si j'améliore mon aptitude physique, j'améliore ma qualité de vie. Quand vous êtes capable de monter du premier étage au 10e étage sans ascenseur, vous avez une bonne aptitude physique et je peux vous garantir que vous avez une bonne qualité de vie. Autre type de pathologie, encore les maladies coronariennes et l'insuffisance cardiaque, je vais les traiter en même temps pour faire court, sinon j'en ai pour quelques heures. Donc les maladies coronariennes, c'est en gros un terme générique pour les maladies cardiaques qui sont causées par l'ischémie du myocarde. L'ischémie du myocarde, c'est quoi? C'est que le débit sanguin pour le fonctionnement du cœur lui-même est insuffisant. Votre cœur est un muscle, certes il va envoyer du sang dans l'organisme, mais quelque part il va s'envoyer du sang pour lui-même, pour son fonctionnement propre. Et bien donc vous avez un appauvrissement du sang qui vient alimenter le cœur pour son fonctionnement lui-même. Et en règle générale, c'est lié à l'artérosclérose des coronaires. L'artérosclérose, vous voyez ici, c'est un dépôt qui se fait sous la première couche du vaisseau. Donc là, c'est ce qu'on appelle les cellules endothéliales et c'est dans ce qu'on appelle l'intima du vaisseau. Et plus vous en avez, et ben, au bout d'un moment, vous allez boucher. Et si vous bouchez, ben, c'est là que vous risquez l'infarctus du myocarde. Et ce qui détermine un peu ce dépôt-là, eh ben, c'est l'augmentation du mauvais cholestérol et c'est la diminution du bon cholestérol. On en a déjà parlé. Et l'insuffisance cardiaque, c'est quoi? Ben, c'est un dysfonctionnement du cœur. Alors ça peut être un dysfonctionnement du cœur droit ou gauche, voire des deux, et ce qui assure un débit cardiaque insuffisant pour l'ensemble de l'organisme. En règle générale, une des causes de cette insuffisance cardiaque, c'est l'hypertension artérielle. Alors, cette hypertension artérielle, on en a un petit peu parlé déjà. Tout ça, ça cause la dyspnée, un essoufflement, de la fatigue, une atrophie musculaire, c'est-à-dire une fonte musculaire, et donc une perte de force. Rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure sur l'entraînement d'endurance. L'entraînement d'endurance va contrecarrer la perte de force, l'atrophie musculaire, la fatigue, l'essoufflement, puisque vous augmentez votre niveau ventilatoire, vous limitez l'hypertension artérielle, et vous limitez l'athérosclérose puisque vous régulez votre bon cholestérol et votre mauvais cholestérol. Donc, comme tout à l'heure, pour les maladies coronariennes, comme pour l'insuffisance cardiaque, les effets de l'activité physique sont fortement démontrés, que ce soit pour la pathogénèse, soit pour les symptômes, l'aptitude physique, comme pour la qualité de vie. Alors après permet d'une manière globale de réduire de 25% le risque de récidive après un premier infarctus du myocarde. Et il réduit même la mortalité. Alors le cancer, là aussi je vais traiter les choses de manière très générique. On verra que quand même l'exercice induit plus des effets sur certains types de cancers que sur d'autres. Donc un cancer, les cancers, c'est une croissance cellulaire qui est incontrôlée. Alors un des traits communs à tous les cancers, c'est que vous avez une perte de poids, vous avez une atrophie musculaire et une fatigue. Cet ensemble de choses, c'est ce qu'on appelle la cachexie dans le cancer. Et ça entraîne une inactivité suffisamment extrême pour entraîner une vraie sédentarité. Alors les traitements, et notamment la chimiothérapie, aggravent cette perte de poids, cette atrophie musculaire, cette fatigue. Or, on a vu que l'exercice physique régulier allait pouvoir contrecarrer cette perte de poids, cette atrophie musculaire, cette fatigue, et donc l'inactivité. Alors, l'objectif de la thérapie par l'exercice dans le cancer, c'est essentiellement de lutter contre l'atrophie musculaire, d'augmenter la force, c'est diminuer la fatigue, ce qui va faire augmenter le bien-être, la confiance en soi, et ça c'est très important, lutter contre l'anxiété et la dépression, et bien évidemment, améliorer la qualité de vie. Alors les études épidémiologiques ont montré qu'une vie active protège contre le développement du cancer du côlon et du sein. Donc là, on est plus dans un domaine prophylactique que de vraiment thérapie. En revanche, l'activité physique, même après le diagnostic d'un cancer du sein, peut réduire le risque de décès lié à la maladie.
Et ça, c'est très important. Donc quand je fais le bilan un petit peu de la littérature, pour répondre à mon tableau, la pathogénèse, eh ben, on n'a pas vraiment de données qui vont qu'on va vraiment empêcher la maladie. En revanche, on va vraisemblablement limiter les symptômes, on va améliorer l'aptitude physique et la qualité de vie. Alors pourquoi c'est modéré? Eh bien quand même, un patient, c'est un patient qui est fatigué, forcément la stimulation que vous allez lui soumettre va être de moins bonne qualité, en moins grande quantité qu'un sujet d'un autre type de pathologie, comme on a vu tout à l'heure. Résultat des courses, forcément la réponse sera moindre. Donc les effets sont plus modérés, mais néanmoins ils sont fortement positifs. Alors le vieillissement. Alors le vieillissement, c'est compliqué, ou du moins c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses dans le vieillissement. Alors pourquoi? Parce que sur le vieillissement, votre ventilation, elle est affectée. Votre ventilation maximale notamment, mais aussi d'un point de vue cardiovasculaire. Notamment, votre fréquence cardiaque maximale qui est diminuée. Sur le plan musculaire, votre réseau musculaire, vasculaire sera raréfié, on va avoir une fonte musculaire, on va avoir une modification de la répartition des fibres, une perte oxydative. Alors, c'est quoi la capacité oxydative? Vous vous rappelez tout à l'heure les enzymes, toute la machinerie pour obtenir de l'énergie, et ben c'est ça qui est diminué, la machinerie diminue. C'est comme si vous aviez une chaîne qui fonctionnait au ralenti plutôt qu'une chaîne de fabrication qui était à fort débit. Alors, quand on fait le bilan de tout ça, ce qui est négatif, forcément, votre aptitude physique, elle est moins bonne, vous avez une perte de force, et notamment, vous avez une diminution de la consommation maximale d'oxygène. L'autre problème, c'est qu'avec le vieillissement, il y a souvent des pathologies qui sont associées, comme le syndrome métabolique, que l'on retrouve plus chez la personne âgée, et le cancer. Alors ici, vous voyez une coupe faite en IRM au niveau de la cuisse, chez une personne âgée et chez un jeune adulte. Et qu'est-ce que vous observez? Vous observez en fait que la surface globale n'est pas franchement différente. Par contre, quand vous regardez à l'intérieur, ce n'est pas du tout la même composition. Tout ce qui est blanc, c'est de la graisse. Et ici, tout ce qui est bien plein, c'est du muscle. Donc vous voyez qu'en fait, avec le vieillissement, le muscle a laissé place à de la graisse. Alors quand on regarde un petit peu la masse musculaire, on s'aperçoit que c'est à partir de 45 ans qu'il commence à y avoir un vrai infléchissement de la masse musculaire. Alors bien évidemment, ça se traduit à partir de 45 ans par une diminution d'un paramètre ici qui rend compte de la force musculaire de vos cuisses. Alors pourquoi? Eh bien c'est parce que la surface de section de mon muscle, d'une manière globale, diminue. Dès 40-45 ans, vous avez une diminution de votre surface de section musculaire. Alors quand je regarde la surface d'une fibre, mon muscle, c'est un ensemble de milliers de fibres. Et bien quand je regarde la surface d'une fibre, vous avez plusieurs types de fibres, les fibres 1 et les fibres 2. Ben quand je regarde les fibres 1, elles ne changent pas. Et les fibres 2 diminuent un petit peu, mais pas tant que ça. Or, qu'est-ce qui explique une telle diminution de force? Eh bien, c'est qu'en fait, vous perdez des fibres musculaires. Il y a des fibres musculaires qui disparaissent. Elles ne deviennent pas forcément beaucoup plus petites, mais par contre, il y en a qui disparaissent carrément. Alors, simplement pour vous montrer une figure sur une personne âgée, normalement, quand vous faites une biopsie musculaire et que vous regardez les fibres, tout ce que vous voyez ici, ce sont des fibres, normalement, vous avez un effet mosaïque. Vous avez les blancs, les noirs, vraiment partagés. Ici, vous avez ce qu'on appelle l'effet grappe. Vous avez des grappes de fibres de même type. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en règle générale, en plus chez l'adulte, vous avez un effet neurologique. C'est-à-dire que vous avez les motoneurones qui sont un petit peu atteints, qui disparaissent, et donc vous avez une réorganisation de votre muscle où vous observez cet effet grappe de fibres de même type. Donc ça témoigne d'une neuropathie périphérique. Alors quand on regarde les effets, le débit cardiaque, je vous en ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit que ça diminuait, mais on va regarder un petit peu dans le détail. Voilà chez un sujet jeune le niveau de débit cardiaque, voilà chez un sujet âgé, 66 ans, là c'est un groupe en moyenne de 66 ans et là de 28 ans, et bien vous avez une diminution de votre débit cardiaque qui est de l'ordre de 23%. Bien évidemment, la puissance est moindre chez le sujet âgé. Alors ce schéma, il est très caractéristique. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il montre? Il montre, avec l'âge, l'évolution de votre consommation maximale d'oxygène.
dans une population très large qu'on a divisée en 3 populations. Une population de sédentaires, en rouge, population active, en orange, et en jaune, les sujets entraînés en endurance. Alors que vous soyez entraîné ou sédentaire, pas de bol, hein, le vieillissement a le même effet, vous êtes tous en train de diminuer, et à peu près de la même manière, en tout cas avec la même vitesse. Sauf que, si je regarde ce qui se passe à 45 ans chez un sujet sédentaire, il est à peu près à 35 ml par minute et par kilo de consommation maximale d'oxygène, et ben je m'aperçois que ce sujet-là, en fait, s'il avait été actif, il aurait eu la même aptitude physique à 65 ans. Il y a 20 ans d'écart pour une même consommation maximale d'oxygène. Donc vous comprendrez bien que les effets de l'entraînement d'endurance, c'est d'être capable de faire passer les patients de sujets sédentaires à un niveau de vie active. Vous imaginez ce que vous avez comme gain en termes d'aptitude physique. Et c'est tout à fait faisable. Donc ça, c'est les résultats d'une étude qu'on a fait dans le laboratoire il y a quelques années. Enfin, c'était piloté à Saint-Étienne, c'était des résultats d'un protocole à Saint-Étienne. Vous voyez l'évolution de la consommation maximale d'oxygène après seulement 14 semaines d'entraînement d'endurance. Vous voyez que vous avez une réelle augmentation de l'aptitude physique, de la puissance associée à cette consommation maximale d'oxygène, et votre débit ventilatoire maximal, votre capacité pulmonaire, a fortement augmenté. Vous voyez ici la réponse individuelle de tout le monde. Tous les patients, enfin toutes les personnes âgées, ce n'est pas vraiment des patients, ils étaient en bonne santé malgré tout, toutes les personnes âgées participant à ce protocole ont augmenté à l'exception d'un. Donc il y a quand même un bon nombre de répondeurs, on appelle ça des répondeurs. Quand on regarde la masse corporelle, ça n'a pas eu d'effet. Finalement, ils n'ont pas perdu en termes de masse. Et ils étaient un petit peu benonnants, nos petits vieux de l'époque. Et pourtant, et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde la masse grasse, ou quand on regarde les surfaces de tissu adipeux, au niveau de la cuisse, au niveau abdominal, il y a une très forte diminution de la masse grasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été capables de transformer leur masse grasse en masse maigre, c'est-à-dire qu'ils ont repris du muscle, ce qui fait qu'ils ont maintenu leur masse corporelle. Donc ça, c'est un débat qu'on va avoir, enfin là on ne l'aura pas, mais c'est un débat qu'on peut avoir par exemple avec l'obésité. On croit que l'obésité va faire perdre beaucoup de masse. Certes, oui, va faire perdre beaucoup de masse, mais de la masse grasse. Mais vous allez en même temps prendre un petit peu de masse maigre, ce qui est plutôt bon. D'accord ? Alors quand je regarde le bilan lipidique chez mes personnes âgées, on s'aperçoit que finalement le cholestérol diminue, et c'est surtout le mauvais cholestérol qui a diminué. Par contre, les triglycérides, ils n'étaient pas franchement diminués. Il faut dire qu'ils n'étaient pas non plus en hyperlipidémie. Alors, je continue sur mon vieillissement. La force musculaire. Tous les indices de force musculaire augmentaient après 14 semaines d'entraînement. Ça, ce n'est pas tiré de l'étude, c'est tiré d'une autre étude, mais je vous le montre. Vous vous rappelez la machinerie pour obtenir de l'énergie? Et voilà, chez un jeune et chez une personne âgée, vous voyez que la machinerie fonctionne un petit peu moins bien. Et une fois que vous avez entraîné vos deux groupes, non seulement chez le jeune, vous augmentez votre machinerie, mais vous l'augmentez aussi chez la personne âgée. Elle est quasiment du même niveau, du même ordre de grandeur que celle d'un jeune. Alors ici, c'est de nouveau mon réseau microvasculaire. J'aime bien mon réseau microvasculaire, j'apporte beaucoup d'intérêt à ça. Et qu'est-ce qu'on observe après mes 14 semaines d'entraînement d'endurance? Vous avez vraiment une densification du réseau microvasculaire, c'est-à-dire que vous approvisionnez mieux votre muscle en oxygène, en glucose ou en lipides, pour qu'il puisse fonctionner. Donc si je reprends un petit peu tout ce qui se passe, et ce que l'on a vu tout à l'heure, sur les effets de l'entraînement d'une manière générale, on s'aperçoit que tous les composants du vieillissement sont affectés, mais d'un point de vue positif, par l'entraînement d'endurance. Alors, bien évidemment, la pathogénèse, vous ne la changez pas. Hein. Vieillissement, vous allez tous vieillir. Rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure. Même si vous êtes entraîné, vous avez les effets du vieillissement. Ça, les effets du vieillissement, on ne rajeunit pas, ça n'existe pas. Les effets sont tous positifs, mais ils restent modérés. Pourquoi? Parce que quand vous êtes âgé, pour une sollicitation donnée, votre organisme réagit quand même moins rapidement et dans de moins grandes proportions qu'un sujet jeune. Donc ça reste modéré, mais ça reste bien positif tout le temps.
On va s'intéresser également aux myopathies. Alors ça peut paraître surprenant de s'intéresser aux myopathies. Alors ça, c'est un projet qui est en cours, qui est piloté encore par l'équipe de Saint-Étienne, mais à Chambéry, on est impliqué également, fortement dans le projet. Alors c'est une maladie génétique. Alors je vais prendre un cas particulier, qui est la dystrophie FSH. Alors c'est une maladie génétique. FSH, ça veut dire fascio-scapulo-huméral, vous allez comprendre pourquoi. C'est une atteinte musculaire qui commence par atteindre les muscles de la face, qui vont ensuite aller sur les muscles des omoplates, donc scapulaires, et humérales, donc au niveau du bras. Voilà pourquoi on l'appelle fascio-scapulo-huméral. Malheureusement, elle va évoluer en touchant les muscles abdominaux. Donc là, vous le voyez déjà pour cette dame que l'on voit de dos, où il y a déjà une distorsion du ventre parce qu'il y a les abdominaux qui ne sont plus là. Et puis les membres inférieurs, puis finalement, ça va toucher toute la musculature et vous finissez dans un fauteuil roulant. Alors, sur une myopathie FSH, l'objectif, ce n'est pas de toucher la maladie. La pathogénèse, forcément, on ne va pas la toucher puisque c'est une maladie génétique. En revanche, ça joue sur l'atrophie musculaire. Vous avez une faiblesse musculaire, une fatigue, ça entraîne une inactivité. Cette inactivité va vous faire entrer dans un cercle vicieux puisque plus vous êtes inactif, plus vous allez avoir de l'atrophie musculaire puisque vous ne vous servez plus de votre muscle. Donc là, l'objectif de l'exercice physique, c'est de casser ce cercle vicieux. Et donc, on va proposer, donc là, c'est le docteur Féasson qui pilote l'étude. Vous allez utiliser, enfin, ils ont utilisé un cycloergomètre. Alors, bien évidemment, les patients, il y a plusieurs stades dans la maladie. On n'a pas pris les stades terminaux puisqu'ils sont plus capables de pédaler. On est plutôt sur des stades précoces de la maladie. Néanmoins, on va faire un entraînement physique en endurance sur le vélo pendant 24 semaines. On va laisser tomber cette deuxième partie pour gagner un petit peu de temps. Et on va faire des évaluations régulières toutes les 6 semaines. 2 types d'entraînements vont être faits. 2 séances par semaine en endurance, avec des petits sprints à la fin pour histoire de s'exciter un petit peu. Et puis de l'intervalle training, c'est-à-dire on va faire plus de l'intensif avec des choses d'intensité plus faible sur 1 séance par semaine. Donc 3 séances d'entraînement par semaine sur 24 semaines. Donc voilà le niveau de départ. Qu'est-ce que l'on observe sur ces 24 premières semaines? Eh bien, les patients, ah oui, je n'ai pas été complet, vous avez ce qu'on appelle un protocole randomisé contrôlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre des patients, vous ne savez pas si ces patients vont être dans le groupe contrôle ou dans le groupe entraîné. À l'issue d'une évaluation initiale, vous allez avoir un tirage au sort. Il y a des patients à qui vous allez leur dire finalement vous ne ferez rien, vous ne changerez rien à votre vie. Puis un groupe de patients, vous allez les entraîner. Et vous les prenez à la sortie. Alors, c'est éthiquement problématique. Pourquoi? Parce que vous demandez à des patients, vous leur dites « super, je vais vous proposer un traitement », sauf que vous ne le prendrez pas. Donc ça pose problème. C'est pour ça qu'en règle générale, une fois qu'on propose un traitement à un patient pendant un protocole, ceux qui n'ont pas bénéficié de ce traitement pendant le protocole, ils vont en bénéficier après. Vous allez leur le proposer après. Donc voilà pourquoi il y a 24 semaines. Du coup, ça me permet de fermer la parenthèse sur ces 24 semaines. Donc je me focalise sur ces 24 premières semaines. Le groupe qui n'a rien fait, vous voyez qu'il ne change pas par rapport à son niveau initial. Par contre, le sujet, les patients qui se sont entraînés en endurance, il y a une forte augmentation de l'ordre de 30% de la consommation maximale d'oxygène. Quand on regarde la force du muscle, là aussi, vous avez une augmentation de la force musculaire. Et lorsque je regarde l'activité en endurance, la capacité à maintenir un niveau de force donné, là aussi, il est augmenté chez ces patients myopathes. Ce sont des myopathes, ce sont des gens qui ont une maladie musculaire. Lorsque je regarde le test de marche, donc le test de marche de 6 minutes, quand vous avez une pathologie relativement grave, on utilise ce test de marche, on vous demande de faire en 6 minutes la plus grande distance possible. On s'aperçoit que vous avez une augmentation et le niveau de fatigue, il diminue même chez vos myopathes. Donc bien évidemment, la pathogénèse, vous n'allez pas la changer. En revanche, vous avez une diminution des symptômes de la maladie. Symptômes de la maladie, c'est perte de masse musculaire, perte de force. Vous avez une amélioration de l'aptitude physique et vous avez une amélioration de la qualité de vie. Cette étude montre qu'en gros, ils ont gagné 3 ans de mobilité. Un dernier exemple que l'on a actuellement en cours au laboratoire, donc là aussi c'est
Saint-Étienne et Chambéry qui participent fortement, mais c'est Chambéry qui pilote. Donc c'est une étude sur les hémoglobinopathies, en l'occurrence la drépanocytose. Là aussi, c'est une maladie génétique. Or, cette maladie génétique, elle fait quoi? Eh bien, elle entraîne une mutation qui aboutit à la synthèse d'une hémoglobine anormale. Cette hémoglobine, elle s'appelle S au lieu d'une hémoglobine normale qui est A. Alors, votre hémoglobine, elle sert à quoi? Elle sert à transporter l'oxygène. C'est elle qui fixe l'oxygène. Cette hémoglobine, elle est contenue dans le globule rouge. Le globule rouge a plein d'hémoglobines à l'intérieur. L'oxygène se fixe sur l'hémoglobine. Quand le globule rouge arrive au niveau des tissus, l'hémoglobine largue son oxygène. Le problème, c'est que quand l'hémoglobine S libère son oxygène au niveau des tissus, elle va polymériser et donc le globule rouge va falciformer. Alors ça veut dire quoi? Votre globule rouge normal, il est comme ça. Quand il falciforme, il devient en forme de faucille et il se rigidifie. Du coup, regardez ce qui se passe ici, il a tendance à bloquer, à rester bloqué dans les vaisseaux et à bloquer complètement la circulation. Donc vous avez des crises vaso-occlusives, donc vous avez des infarctus. C'est beaucoup au niveau du cerveau puisque vous avez énormément d'AVC chez ces patients, mais ça arrive au niveau de tous les tissus de l'organisme. Alors c'est une manière un petit peu silencieuse parce que tous les tissus n'ont pas le même degré de souffrance, mais voilà. Et vous avez également une anémie. Pourquoi? Parce que ces globules rouges falciformes sont fragiles, ils se rompent, et donc vous avez moins de globules rouges chez ces sujets-là. Alors un sujet normal, on va dire sain, il est HbAA. Vous avez le patient SS, donc qui a les deux gènes de la drépanocytose, donc il est HbSS. Et puis vous avez des gens qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire qu'ils ont un gène malade et l'autre qui est normal. Résultat des courses, ils n'ont pas tout leur hémoglobine qui est malade, ils ont une hémoglobine normale et un petit peu d'hémoglobine malade. Alors le problème, c'est que quand ça bloque, ça entraîne une nécrose des tissus, et si ça ne bloque pas, de toute façon, ça entraîne un remodelage. Pourquoi? Parce que vous voyez bien que l'approvisionnement en oxygène est forcément perturbé à un moment ou un autre de la vie de ces patients. Alors, quand on regarde la souffrance musculaire chez ces patients, voilà ici le patient homozygote qui a que de l'hémoglobine S quasiment, et vous voyez que la surface des fibres, pour 100 fibres, il y a une réelle amyotrophie. Il y a une fonte musculaire chez ces sujets. Quand on regarde la densité du réseau capillaire, vous voyez qu'il y a une diminution du réseau capillaire. Alors ça ne paraît pas énorme, mais dans les faits, on est toujours dans la gamme normale, on va dire, elle est entre ici et ici. Vous voyez quand même que vous êtes sur une diminution relativement conséquente du réseau microvasculaire. Quand je regarde l'activité de ma machinerie pour former de l'énergie, elle aussi, elle est perturbée. Alors qu'est-ce qu'on va faire dans cette pathologie? Là encore, c'est une maladie génétique, on ne va pas chercher à utiliser l'exercice pour effacer la maladie. On va chercher à effacer les symptômes de la maladie, ou en tout cas, elle entraîne, cette maladie, une réelle inactivité et donc une atrophie musculaire à cause de l'inactivité. Et cette atrophie musculaire va entraîner encore plus d'inactivité. Là aussi, on va utiliser l'exercice pour casser ce cercle vicieux. On va casser l'inactivité pour récupérer du muscle et rentrer dans un cercle vicieux. Alors là, c'est un projet qui est en cours, qui est à grande échelle, parce que les drépanocytaires, on n'en trouve pas à tous les coins de rue en France. Donc on s'est accoquiné, on va dire, avec le centre de référence qui se trouve à Créteil, donc à l'hôpital Henri Mondor, mais les patients viennent de toute l'Île-de-France et actuellement donc, ils sont étudiés à Henri Mondor avec donc Saint-Étienne et nous, puisqu'on pilote d'un point de vue scientifique l'étude. Donc on va mesurer un tas de paramètres. On va mesurer d'abord l'innocuité. Est-ce qu'un exercice chez ces patients, ça vous rend plus malade ou est-ce que ça vous soigne? Ensuite, on va avoir des critères de symptômes. Donc ça touche l'hématologie, la hémorhéologie et l'hémodynamisme. Et puis on va avoir des choses beaucoup plus générales comme la qualité de vie, les critères fonctionnels, comme on a parlé de VO2 max, du test de marche, la force maximale. On va rentrer dans les caractéristiques structurales du muscle, et ça, c'est ce qui nous intéresse. Alors, comment on fait? Un petit peu comme tout à l'heure, on va évaluer les patients de manière initiale, on va les tirer au sort pour un groupe contrôle ou un groupe entraîné. Le groupe entraîné va avoir 24 séances d'entraînement, le groupe contrôle ne va rien faire de plus, et à l'issue
de l'entraînement, on va les évaluer de manière identique à avant entraînement. Alors eux, ils vont faire un entraînement de type endurant qui va consister à 40 minutes par séance, 3 séances par semaine, pendant 8 semaines, ce qui fait donc 24 séances. Alors ce qui est important, c'est qu'ici, on va faire un entraînement d'endurance et on va très bien contrôler l'entraînement. Ce sont des patients, si vous leur faites un exercice intense, vous les tuez. Donc vous devez être très prudent sur le type d'exercice que vous leur demandez, vous devez contrôler l'exercice. Donc c'est bien l'exercice, hein. D'ailleurs je fais une petite parenthèse, on y reviendra tout à l'heure. L'exercice c'est super bien, mais il ne faut pas faire n'importe quoi non plus comme exercice. D'accord? Donc pour ça, il vaut mieux être encadré pour s'entraîner. À l'heure d'aujourd'hui, on n'a que 7 patients qui se sont entraînés et 10 qui ont participé au groupe contrôle. Donc je vais vous présenter rapidement ces résultats préliminaires. Comme on ne peut pas les amener à l'exercice maximal, on a pris un paramètre particulier qui est ce qu'on appelle le seuil lactique 1. Quand on fait un exercice et que j'augmente progressivement, toutes les 2 minutes, l'intensité de l'exercice, le lactate reste relativement stable dans le sang, puis au bout d'un moment, il commence à s'accumuler plus rapidement. Le point de rupture, ça s'appelle le seuil lactique. Et c'est un témoin de l'aptitude physique. C'est un témoin de vos capacités fonctionnelles. Et bien, je m'aperçois que le groupe entraîné a fortement augmenté la puissance au seuil lactique, contrairement au groupe contrôle qui, au bout de 8 semaines, n'a rien changé du tout. Donc vous voyez que vous passez de 45 watts à 71 watts, alors que le groupe contrôle ne change pas. Il y a eu 60% d'augmentation quasiment en termes de puissance. Alors je vous fais une petite parenthèse, hein. 45 watts, pour vous donner un ordre d'idée, c'est rien. Vous montez les escaliers très lentement, c'est 45 watts. Ça veut donc dire que ces patients sont essoufflés en montant un escalier. En montant au premier étage, ils sont essoufflés, ils sont obligés de s'arrêter. Donc vous imaginez le niveau de déconditionnement de ces patients-là. Alors, au-delà de ce résultat qui était prometteur pour nous, ce qui était intéressant aussi, c'était d'avoir un peu le ressenti des patients à l'issue de ces 8 semaines d'entraînement. Un des patients nous dit « J'étais tout le temps fatigué, mais là, je me sens mieux, ça va mieux. » Autre chose qui est très important, c'est qu'il avait une fille en bas âge, de 2 ans, et elle me demande de la porter pour jouer. Au bout d'1 minute, j'étais incapable de continuer, j'étais essoufflé. Là, je peux jouer avec elle 5 minutes, et du coup, ma relation avec elle a totalement changé. En revanche, ce qui n'était pas inintéressant, c'est que quand on l'a pris après entraînement, et que je lui ai fait ce petit questionnaire en discussion, il avait déjà arrêté l'entraînement depuis 1 semaine. Et bien déjà, il commençait à se plaindre du fait que finalement l'entraînement ça commence déjà à me manquer, je commence déjà à me sentir un peu lourd, il n'aurait pas fallu que je m'arrête, il faudrait que je continue. Un autre patient, je me sens mieux après la séance, cela m'a donné envie de continuer, et 2 mois, lui aussi, pour lui c'était trop court. Alors quelque chose qui n'est pas inintéressant, et ça revient sur ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avant, instinctivement, il s'était acheté un vélo d'appartement chez lui, et qu'est-ce qu'il faisait? Il s'était fait son propre programme d'entraînement, et il avait tendance à en faire trop fort. Et donc du coup, ça n'allait pas. Bien évidemment, chez ces patients-là, l'exercice intense est dangereux. Donc il ne se sentait pas bien, ça n'allait pas. Pourtant, il se disait, je devrais bouger, mais ce n'était pas bien pour lui. Et lui, quand il a commencé l'entraînement, il était très frustré parce qu'on le mettait à des intensités très très faibles. Et pendant 1 semaine ou 2 semaines, il a fallu le tenir accroché à l'entraînement parce qu'il n'avait qu'une envie, c'était de partir. Il dit, ce que je fais, ça ne sert à rien. Sauf qu'au bout de 4 semaines, 5 semaines, 6 semaines, il a senti les choses changer. Et là, à petite dose, ça allait beaucoup mieux. Et là, il a compris, du coup, il a repris son vélo et il s'est réentraîné tout seul chez lui après entraînement, après le protocole. Alors un autre élément qui est intéressant, c'est que les patients dorment mieux. Alors là, j'en ai mis un, mais il y a un deuxième patient qui m'a dit la même chose. Et je suis plus concentré au travail. Et ça, c'est important pour eux parce que leur pathologie est tellement grave qu'ils ont un vrai problème d'insertion sociale et professionnelle dans la vie active parce que leur pathologie les amène à beaucoup d'absentéisme. Or là, ils se sentaient déjà mieux, plus concentrés pour être plus efficaces au travail. Un autre patient nous fait exactement la même chose. Je suis plus alerte au travail, la même remarque, je suis plus dynamique. Et lui aussi, bien sûr, il voudrait continuer à faire de l'entraînement régulièrement. Alors, à l'heure d'aujourd'hui, bien évidemment, la pathogénèse, on ne la change pas, c'est une maladie génétique, à part une thérapie génique, il n'y a pas d'autre moyen.
ou alors il faut faire une greffe de moelle, enfin une transfusion de moelle. Pour les symptômes, pour l'instant, on ne peut pas répondre, on n'a pas fait toutes les analyses. En revanche, on a déjà obtenu une amélioration de l'aptitude physique et de la qualité de vie de ces patients, c'est ce que je viens de vous montrer. Bien évidemment, c'est relativement modéré, hein. Même si on a augmenté de 60%, eh ben, ça reste quand même une petite puissance, 75 watts. Alors pour eux, c'est le jour et la nuit, mais ça reste relativement modéré. Alors, c'est que 8 semaines. La question, c'est qu'est-ce qui se serait passé après un an d'entraînement. Ça, pour l'instant, on n'en sait rien. Alors, ce sera d'ailleurs une des perspectives de l'étude, c'est d'arriver à trouver de l'argent pour leur acheter un vélo, leur laisser un entraînement à domicile et faire de l'entraînement à distance. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est ce qui se passe actuellement pour le protocole chez les myopathes. Donc, ils ont fait leurs 24 semaines et on leur a proposé de poursuivre. On avait eu un financement par l'AFM. Donc on leur a acheté des vélos, ils sont chez eux et ils ont un programme d'entraînement dirigé à domicile. Alors la thérapie par l'exercice ou le sport sur ordonnance, c'est ça qui va finalement nous intéresser. L'objectif, ce n'est pas toujours de toucher la pathologie en tant que telle, c'est que la pathologie entraîne une sédentarité, une atrophie musculaire, ce qui aggrave l'atrophie musculaire, et vous avez un effondrement de la qualité de vie et une diminution de l'espérance de vie. Donc vous êtes dans un cercle vicieux que l'on essaye de changer en cercle vertueux en introduisant de l'activité physique, ce qui va diminuer la sédentarité, reconditionner le muscle, ce qui va améliorer la fonction musculaire et augmenter votre qualité de vie. Je vous donne un exemple sur le groupe de personnes âgées qu'on a eu tout à l'heure. L'étude avait été faite à Saint-Étienne. Alors c'était un groupe, on avait été un petit peu comment dire, novateur dans l'étude en disant on va faire de l'entraînement d'endurance au niveau des jambes. Pourquoi? Parce qu'une personne âgée, ce qu'elle a besoin, c'est de marcher, c'est de se déplacer, c'est de monter les escaliers. Par contre, on leur avait fait un exercice de musculation en même temps au niveau des bras, sur la simple idée de se dire, une personne âgée, si elle veut faire ses courses, il faut qu'elle soit capable de porter ses courses. Donc là, c'était l'idée de base. Donc là, c'est vraiment le reconditionnement musculaire, simplement pour améliorer la qualité de vie, d'être plus autonome, d'être moins dépendant. Et donc voilà, c'est ça, la thérapie par l'exercice. C'est avant tout redonner de la qualité de vie à des personnes qui sont en déconditionnement, qui sont en dépendance. Alors, si je prends un peu de hauteur, les principaux bénéfices que l'on peut attendre, c'est améliorer l'autonomie, la qualité de vie, c'est maintenir, améliorer la force musculaire, lutter contre le déconditionnement lié à la sédentarité. Et ce que l'on aimerait, bien évidemment, c'est que ça augmente l'estime de soi, l'insertion sociale et professionnelle, limiter la dépendance. Je vais vous donner un autre exemple par rapport à l'estime de soi. Ça ne paraît rien, mais tout à l'heure, je vous ai parlé des patients drépanocytaires. Un des patients drépanocytaires, la première fois qu'il est venu à l'hôpital, le premier jour de l'expérimentation, « Bonjour monsieur, comment allez-vous ?»« Ouais, ça va, ça va. » Il vous répond comme ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un drépanocytaire, il est en souffrance 24 heures sur 24. C'est des douleurs extrêmes. Donc, il ne va pas vous dire qu'il ne va pas. Il est toujours malade. Donc, ça ne va jamais. Donc, ouais, ça va, ça va. Au bout de 8 semaines d'entraînement d'endurance, quand il arrive, vous allez bien. Ah ouais, ça va, ça va. C'est pas le même ça va, ça va. Le ton a complètement changé. Et quand vous le voyez marcher dans le couloir, il ne traîne pas les pieds. Il était beaucoup plus alerte. Donc ça, ce sont des... Et il a une estime de lui, il avait le sourire, il allait à l'entraînement, il mettait la musique à fond. Alors, il y a quelque chose aussi qui est intéressant, c'est la dimension sociale de l'entraînement. S'entraîner seul dans son coin, c'est un peu compliqué. Là, l'entraînement que l'on a proposé, c'est un entraînement par groupe. Donc, c'est dur parce qu'on demande aux patients de tous venir par groupe. Donc, ils doivent se libérer tous à la même heure, 3 fois dans la semaine pour venir à l'hôpital. C'est compliqué quand vous recrutez sur l'Île-de-France. Pour l'instant, ils arrivent à le faire. On a des pertes, beaucoup de pertes, mais ils arrivent à le faire. Et bien, ça crée une dynamique de groupe. Et cette dynamique de groupe, c'est hyper important en termes de sociabilité des patients. Alors, on n'est pas les premiers à avoir malheureusement utilisé l'exercice comme thérapie. Les Américains en ont même fait une marque, les Nord-Américains, aux États-Unis, Exercise is Medicine. Alors en fait, c'est le groupe des médecins du sport américains qui ont fait un sous-groupe
et qui propose l'exercice physique comme thérapie. Donc, médecine, en anglais, ça veut dire médicament. C'est l'exercice comme médicament. Et donc, vous voyez, ici, ils sont en train de prescrire de l'exercice sur ordonnance. Alors, il se trouve qu'en France, les choses ont changé. Il y a quelque temps, à Strasbourg, ils avaient été les premiers à mettre en place, sous l'égide, je crois, de la mairie de Strasbourg, l'exercice un peu sur ordonnance. Donc, ils avaient un groupe à peu près, je crois, de 170 médecins généralistes. Et puis, ils avaient des spécialistes de l'activité physique. Sauf que Valérie Fournéron a proposé un amendement à la loi de santé qui a été adopté le 10 avril 2015. Et cet amendement prévoit que les médecins pourront prescrire une activité physique adaptée pour les patients atteints de maladies de longue durée. Bien évidemment, elle devra être dispensée par des organismes labellisés sous supervision d'éducateurs sportifs spécialisés. Ça, c'est important parce qu'encore une fois, on ne peut pas faire n'importe quoi comme type d'exercice, notamment avec des patients fragiles. Alors, si on prend encore plus de hauteur, là on est plus dans la prophylaxie, simplement pour dire que l'Organisme mondial de la santé, l'OMS, dit que la sédentarité est la première cause de la mortalité. Et l'INSERM indique que le risque de décès prématuré avant 65 ans est moindre chez les personnes physiquement actives que chez les autres. Alors, les recommandations, d'une manière globale, et qui sont valables pour tout ce que je vous ai présenté. C'est une activité modérée, marche, nage, jardinage, au moins 3 heures par semaine, ou une activité intense, au moins de 20 minutes 3 fois par semaine, et l'un ou l'autre diminue de 30% les risques de mortalité prématurée. Et si vous faites de l'activité modérée plus de l'activité intense, vous passez à 50%. Donc vous voyez tout à fait les gains que vous pouvez avoir avec l'exercice physique. Alors ce qui est intéressant, c'est que être actif physiquement fait vivre mieux et plus longtemps. Ou du moins mieux plus longtemps. Alors pour résumer ma présentation, que j'ai faite en accéléré parce qu'on m'avait donné qu'1 heure de temps, en fait j'aurais pu vous montrer ça au début, sauf qu'après j'aurais plus rien à dire, donc je le présente qu'à la fin. C'est un schéma qui vous montre en gros les bénéfices réels de l'exercice physique. Alors, c'est la réduction des risques liés à l'exercice. Quand vous regardez ici, le diabète de type 2, c'est 30%. L'attaque cardiaque, voilà. La crise cardiaque, merci, c'est le mot crise que je cherchais. La crise cardiaque, c'est 40%. Vous avez le cancer du côlon, vous avez la fracture de la hanche, vous avez l'AVC et la mortalité chez les personnes âgées, ça va jusqu'à 65%. Vous voyez, graduellement, et c'est énorme, c'est pas l'ordre de 5 à 10%, on est au-delà des 25%, jusqu'à 65%. À cela, on pourrait en rajouter d'autres, hein. L'ostéoporose, la fibromyalgie, le syndrome de fatigue chronique, la dépression dont on a déjà parlé au cours d'un colloque ici, tout ça est amélioré par l'activité physique. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, j'ai utilisé quelques références bibliographiques pour faire cette présentation. Et la conclusion, c'est bouger.